Bonsoir à tous. Je m'appelle Jonathan Lejeune. Donc, merci Reda pour ton introduction. Alors, moi, je suis maître de conférence à Sorbonne Université, qui est la fusion de Paris 6 et de Paris 4, donc Université Pierre et Marie Curie et l'Université Paris-Sorbonne, et également donc formateur consultant chez Captive Data. Alors, moi, je vais vous présenter le big data, mais sur le côté plutôt système, donc plutôt par le bas, par le bas au sens niveau de programmation, niveau d'abstraction. Alors, je vais commencer ma présentation par la définition du big data, en tout cas celle que j'ai prise, celle de Wikipédia, qui me convient parfaitement. Donc, le big data, ça désigne donc des ensembles de données devenus si volumineux qu'ils dépassent l'intuition et les capacités humaines d'analyse et même celles des outils informatiques classiques de gestion de bases de données ou de l'information. Donc, ça veut dire que on est arrivé à des niveaux de données ou de volume de données qui est suffisamment grand que les outils actuels ne sont plus adaptés et notamment, par exemple, si on prend des outils de gestion de base de données type MySQL, Oracle, tout ça, ça va pas être ça sera pas du tout adapté à ce genre de quantité de données. Alors souvent, le big data, on le définit par des V. Alors vous pouvez trouver sur le web 3, 4, voire 5 V. Alors moi, j'ai choisi les 3 V fondamentaux. Donc c'est les 3 premiers V qui sont arrivés lorsque le terme big data est arrivé sur le monde du travail. Enfin, Alors le premier, ça va être le volume. Donc le volume, ça veut dire que on va devoir traiter et stocker une énorme masse de données, donc de l'ordre du giga, voire du téra, voire au-dessus. La vélocité, comme Reda vous en a parlé, c'est le fait de collecter ou de générer des données à des vitesses très élevées. Donc, il y a le côté vitesse et le côté temps qui va être à prendre en compte. Et également la variété. Donc là, ça va être le fait de pouvoir considérer à la fois des données structurées, comme on peut les voir dans des bases de données, ou non structurées, donc c'est-à-dire des données sous format brut, donc du texte, des images qu'on va pouvoir éventuellement traiter ou analyser, et éventuellement sur des formats variés. Donc ça peut être des images, de la vidéo, du texte formaté, du texte brut, des logs, ce que vous voulez. Donc là, ces 3 V fondamentaux, du coup, vont nous apporter des nouveaux défis en termes de système. Alors, moi, du coup, pour vous montrer où je me situe dans la sphère du big data, alors je vous ai listé quelques métiers que j'ai trouvés, qui sont listés sur le site bigdata.fr et que j'ai classifiés par type, par domaine. Donc, dans le métier du big data, on peut trouver 5 domaines, donc plutôt le management, les mathématiques et les statistiques, l'informatique et l'IA, enfin l'informatique avec l'IA, l'informatique infrastructure et le droit. Alors voilà, donc ça c'est tous les différentes fonctions liées plus ou moins au big data, donc avec leurs différentes terminologies et leurs différentes subtilités en fonction de leur domaine d'application. Et donc moi, je vais plutôt me situer sur cette partie-là, donc sur l'infrastructure informatique. Donc, pour vous donner un exemple, c'est comme si le big data, c'était un hélicoptère. Le pilote, ça va être, par exemple, la personne qui va programmer donc son programme big data pour l'analyser. Moi, j'en serais, du coup, dans cette partie, moi, j'en serais le mécanicien. D'accord? Donc, le but de la formation dans mon domaine, ça va être de comprendre comment et pourquoi les différentes plateformes big data ou les logiciels big data fonctionnent et pourquoi ça marche et pourquoi c'est important d'avoir des notions dans le domaine du système distribué. Alors, du coup, pourquoi faire du système distribué? Donc ça, c'est plutôt... Donc, moi, voilà, donc, comme Reda l'a dit, moi, le système distribué, c'est ma spécialité en termes de recherche. Donc, je ne fais pas du tout de machine learning, donc je ne suis pas du tout compétent là-dessus. Par contre, le système distribué, ça va être la base, ça va être la plateforme sur laquelle on va pouvoir exécuter tous ces algos de machine learning et d'outils statistiques. Alors, pourquoi on va faire du distribué? Parce que dans un point de vue général, les systèmes distribués vont assurer une disponibilité constante d'un service informatique. Donc, assurer une disponibilité constante, c'est-à-dire
exiger le fait qu'ils vous répondent, que le service ou votre fonction, votre fonctionnalité vous répondent dans un temps raisonnable. Donc ça, c'est voilà. Donc que vous n'attendiez pas indéfiniment ou alors pas trop longtemps. Alors, ils sont indispensables pour exécuter de manière efficace des programmes parallèles. Donc, du fait de leur propriété d'être multi-machine et à la fois d'être multi-cœur, on va pouvoir faire beaucoup de choses en même temps. Et donc, du coup, on va favoriser l'exécution de programmes parallèles, donc savoir des programmes qui vont être multitâches et que l'on va pouvoir exécuter sur cette infrastructure. Et en deuxièmement, donc si la première c'était pour la partie exécution, donc traitement, on va également avoir besoin du stockage. Donc ça va être des solutions qui vont permettre de stocker et voire d'indexer des grandes masses de données. Donc l'indexation, ça va servir à pouvoir retrouver une donnée particulière rapidement, même si la masse de données est énorme. Alors, dans les formations de mon domaine qu'on va proposer, donc on va apprendre quoi? On va apprendre des compétences sur les systèmes distribués appliqués au big data. Donc, à savoir, je vais vous montrer comment on les déploie. D'accord? Donc, ce sont des systèmes libres, donc open source. Ils sont tous développés par la fondation Apache. Donc, l'idée, c'est de savoir les déployer, savoir les utiliser, donc savoir utiliser l'API de base, donc ça va être de la programmation. Et voilà, donc il est développé des programmes de base. Donc sans forcément rentrer ça va être vraiment des programmes statistiques de base, donc genre faire des moyennes, etc. C'est vraiment pour savoir utiliser les API et comprendre pourquoi votre programme s'exécute et puis qu'il puisse s'exécuter en parallèle. Deuxièmement, il y aura le côté architecture et fonctionnement interne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment la machine fonctionne. Donc c'est comme si je reprends mon exemple de l'hélicoptère, c'est comme si j'ouvre le capot du moteur et je vais vous montrer voilà pourquoi votre hélicoptère il vole. Donc là, c'est exactement la même chose. Et enfin, voilà, donc il y aura le côté un petit peu, ça c'est le côté un peu académique qui est resté, c'est le fait d'être sensibilisé à des concepts fondamentaux que vous pouvez appliquer sur des systèmes distribués large échelle comme voilà, sur une machine classique, sur un système distribué à plus petite échelle. Alors comment on va faire? Donc il y aura des cours illustrés avec beaucoup d'exemples illustrés et donc les exercices seront des apprentissages apprentissage par la pratique avec des TP, des sujets de TP. Alors du coup, pour continuer mon exposé là, donc déjà savoir, peut-être que pour tout le monde, c'est pas forcément clair ce que c'est qu'un système distribué. Alors un système distribué, on peut le voir comme une collection d'unités de calcul, donc des calculateurs, donc ça peut être très hétérogène, ça peut être des smartphones, des laptops, des data centers, enfin un data center est lui-même un système distribué, ça peut être un capteur, ça peut être voilà, tout ce qui peut faire du calcul. Et donc, il y aura quand même des petites propriétés sur ces unités de calcul. Ils ne vont pas partager de mémoire, donc ils ne vont pas pouvoir, si vous voulez, avoir une vision globale ou une vision commune. Donc, quand je parle de mémoire, c'est une mémoire vive, hein, une mémoire RAM, et non plus d'horloge globale. Donc, ça veut dire que le temps sera relatif à chaque unité de calcul. Ils vont pouvoir communiquer quand même grâce à un réseau par envoi de messages. Et donc ça, donc dans la science des systèmes distribués, ça va apporter beaucoup de problématiques que je vais pas développer bien sûr ici. Mais c'est sur ça que ça se base. Donc on envoie des messages entre différentes machines. Chaque machine va posséder sa propre mémoire, donc sa propre mémoire RAM, son propre processeur, et va exécuter son propre système d'exploitation. Donc on peut avoir des machines qui peuvent être sur du Windows, du macOS ou du Linux sur Android et que tout ça fonctionne. Ils vont être semi-autonomes et faiblement couplés. Faiblement couplés, ça veut dire que si on en enlève une, ça n'aura pas forcément, ça va pas remettre en question l'existence d'une autre. Et enfin, donc nous, ce qui va nous intéresser, hein, c'est toutes ces collections d'unités de calcul, elles vont coopérer pour traiter un problème collectif. Donc là, pour nous, ça va être, dans notre exemple, l'exécution de programmes de traitement de big data ou alors pour stocker des données. Alors si j'exustre pourquoi les systèmes distribués, enfin pourquoi en fait, alors là je vais essayer de vous expliquer
Pourquoi le big data est arrivé ces dernières années? Et ça, c'est mon point de vue système. Donc, je pars du matériel. Donc là, si on regarde les processeurs, on voit que entre les années 70 et en ce moment, donc bon, ça c'est un graphe qui date un petit peu, mais c'est toujours d'actualité. On voit que selon la loi de Moore, hein, qui dit que la puissance des ordinateurs ou d'un calculateur double tous les ans. Bon, là, donc on voit effectivement que la fréquence, le nombre de transistors a explosé. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir des machines extrêmement performantes matériellement. Ensuite, au niveau du stockage, on peut regarder également que le stockage, le coût du gigabit du stockage, il a extrêmement baissé. Et c'est pour ça qu'également aujourd'hui, donc ça c'est encore lié au matériel, on a militarisé les choses. Et de ce fait-là, ben, on a des machines extrêmement puissantes qui peuvent stocker énormément de données. Et enfin, pour le côté système distribué, vu qu'il va falloir avoir un réseau, on peut voir également que la performance des réseaux a également explosé. Donc c'est pour ça que le système distribué a trouvé tout son sens là depuis, on va dire depuis les années 2005-2010. Et donc quelle est la conséquence de ça? Donc si je résume ce que je viens de vous dire, on a des ressources informatiques matérielles qui sont de plus en plus performantes et de moins en moins chères. Et donc, du coup, quelle est la conséquence de tout ça? Ben, ça va nous emmener à avoir de plus en plus de terminaux. Donc, on a tous en notre possession un, voire plusieurs smartphones, un pour le boulot, un pour le perso, un ou plusieurs PC, un pour le boulot, un pour la maison, celui de madame, celui de monsieur, par exemple, des tablettes, etc., etc. De plus en plus d'utilisateurs, forcément, parce que ça se démocratise. Et du coup, ben, derrière, on va avoir de plus en plus d'applications, de plus en plus de logiciels. Et c'est ça qui a fait en sorte que ben, on va produire de plus en plus de données. Donc les applications les plus connues, ça va être les réseaux sociaux, les commerces en ligne, tout ce qui se fait en ligne, d'accord, ce que vous pouvez faire sur le web, partage de contenu. On peut aussi, alors là je l'ai pas mis, mais ça peut être également du calcul scientifique. Donc par exemple, comme Reda l'a souligné, ça peut être pour la recherche médicale ou alors pour l'astrophysique. Et donc du coup, tout ça a amené à ce qu'on produise de plus en plus de données chaque jour et de plus en plus vite. Et donc, pour donner un petit exemple, donc IBM, et puis vous pouvez voir également sur le site là, qui va vous loguer en temps réel la quantité de données qui peuvent transiter sur le web. Donc tous les jours, on produit plusieurs exaoctets de données, donc ce qui est énorme. Donc si par exemple si on ramenait un octet à un grain de riz, ça reviendrait à recouvrir toute la côte ouest des États-Unis avec ces grains de riz. Donc ce qui est extraordinaire. Alors maintenant, si je fais le lien entre système distribué et big data, alors pour pouvoir faire tourner vos logiciels big data, vous allez forcément avoir besoin d'une infrastructure. Donc pour moi, une infrastructure, on va le simplifier, on va dire que c'est un ensemble d'ordinateurs qui vont être connectés via un réseau. Alors ça peut être Internet, ça peut être un réseau local. L'idée, c'est que toutes les machines puissent communiquer entre elles. Alors comme toute infrastructure, dessus, on va avoir besoin d'un gestionnaire d'infrastructure. Donc on va avoir besoin de gérer tout ce qui est stockage. Alors, je vous ai mis dans les petites briques qui vont apparaître petit à petit, donc les différentes technologies donc de l'écosystème que l'on va étudier qui vont être liées à ce rôle. Donc là, pour le stockage, par exemple, on va avoir Hadoop HDFS. On va également avoir, donc, en informatique, on a toujours besoin d'avoir les deux visions, donc le stockage pour les données et le traitement, donc la mémoire et les processeurs, et donc le côté processeur ressources de calcul, donc type RAM ou processeur, donc cœur de calcul. On va également avoir besoin de gestionnaires qui vont permettre de partager toutes ces ressources qui vont être utilisées par plusieurs applications big data. Et au-dessus de ça, on va pouvoir commencer à construire des applications. Donc, par exemple, pour tout ce qui est calcul distribué, on va pouvoir donc déployer des calculs distribués, donc avec par exemple Hadoop MapReduce ou Spark. Et ces utilitaires de calcul distribué vont se baser sur du stockage pour pouvoir retrouver les données, savoir où est telle donnée géographiquement. Et une fois qu'on a fait ça, pouvoir déployer toutes les tâches de notre calcul sur notre infrastructure.
On a également après tout ce qui est utilitaire d'indexation et d'accès aux données. Donc, c'est un petit peu les SGBD du Big Data. Donc, c'est tout ce qui est SGBD NoSQL. Donc, par exemple, HBase et Cassandra. Et au-dessus, on va encore pouvoir rajouter des utilitaires qui sont encore plus haut niveau. Et là, on va retrouver donc tout ce qui est traitement de temps réel qui vont être très liés à la vélocité des données. Donc là, c'est en gros le traitement de temps réel, c'est je reçois des données en temps réel et l'idée, c'est de faire, d'analyser ou de faire un reporting en temps réel de ce qui se passe sur un système que l'on monitore. Vous allez avoir également une partie requêtage SQLite. Donc, du coup, là, comme on a un peu tout remis à plat sur le requêtage de données qui, à la base, était plutôt attribué au SGBD classique et qui utilisait du SQL. Là, donc, si on s'arrête ici, on va avoir, on verra que les méthodes d'interrogation ne sont plus exactement les mêmes. On va simplifier les méthodes d'interrogation parce que le système s'est complexifié de part. Et donc, du coup, au-dessus de ces API simplifiées, on va reconstruire. Donc, il existe des applications qui permettent de reconstruire un requêtage à la SQL et ainsi de traduire des requêtes SQL qui ressemblent à du SQL en calcul distribué. Ensuite, on va avoir tout ce qui est analyse et machine learning. Voilà, donc ça va être tout ce qui est stats, apprentissage, recommandations, etc. Et ensuite, pour tout ce qui est également de traitement de grands graphes. Donc, on peut voir également sur les réseaux sociaux, faire savoir le lien entre les différentes données, etc. Savoir est-ce qu'une donnée est loin d'une autre, avoir des corrélations entre les différentes données. Et autour, on va avoir donc des utilitaires, on va dire, satellites, donc notamment pour faire de la coordination. Donc ça, c'est vraiment pour le côté système. Pour tout ce qui est acquisition de données, on va avoir donc des utilitaires type Flume ou Kafka qui vont permettre de gérer des flux de données ou de canaliser des flux de données ou d'orchestrer des flux de données sans forcément les traiter en profondeur. Et également tout ce qui est scheduling, donc pouvoir prévoir ou pouvoir programmer des jobs distribués voilà, et qui ont par exemple une dépendance entre eux. Voilà. Et donc la problématique, ma problématique principale en tant que système distribué pour le big data, c'est comment traiter et stocker efficacement des données massives. Voilà. Donc moi, de côté système, je vais toujours avoir le côté traitement et le côté stockage. Alors, pour les traitements, on va avoir le MapReduce. Le MapReduce, Reda en a déjà plus ou moins parlé. Ça va être, donc, comme il a dit, donc moi je l'appelle, c'est une brique de traitement parallèle qui va se baser sur la définition de deux fonctions et une communication N vers N. Donc, c'est un paradigme qui a été défini par Google en 2004. Et donc, du coup, si je l'illustre, en fait, on va avoir des données qui vont diviser en plusieurs parties, qui vont donner à une tâche, enfin des différentes tâches qu'on appelle des maps. Ces tâches de maps vont communiquer avec des tâches reduce, et ces tâches reduce vont également produire des données de sortie. Et donc là, on voit qu'on a le côté parallèle. Toutes ces tâches-là vont être exécutées en parallèle, et également celle-ci. Et en fait, on peut généraliser tout ça en reliant toutes ces briques pour faire une plus grosse brique, et donc avoir un flot de calcul beaucoup plus complexe. Et donc, des exemples d'implémentation de ce paradigme, ça va être donc Google MapReduce, donc qui est pas libre, Apache Hadoop MapReduce, que vous allez pouvoir étudier dans la formation, Apache Spark, et vous avez également donc, les autres. Voilà. Donc, plus ou moins, les membres du GAFA auront plus ou moins son implantation du MapReduce. Donc, un utilitaire qui va permettre d'exécuter des traitements MapReduce. Pour le côté stockage, le principe de base, c'est ce qu'on va appeler le sharding. Le sharding, ça va être une politique de distribution et de réplication de morceaux atomiques de données sur un ensemble de serveurs. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Je prends ma masse de données et je vais la découper en petits morceaux. Et ces petits morceaux, je vais les éparpiller sur toute mon infrastructure, donc sur toutes mes machines, et je vais également les répliquer. Alors, parmi les techniques de sharding, on peut en avoir plusieurs. Par exemple, on va avoir cette technique ce qu'on appelle la DHT. Donc, c'est une technique où les machines n'ont pas vraiment de hiérarchie entre elles, ce qu'on appelle plutôt une architecture pair à pair. Les données vont être réparties sur l'ensemble de ces machines et également répliquées, et on va avoir une organisation logique qui, par exemple, là, en fonction d'une fonction de hachage. On peut également avoir un sharding type maître-esclave que vous verrez si vous faites la formation sur Hadoop. Donc, où là, on va avoir par exemple une machine maître qui va me stocker des métadonnées d'un fichier. Donc, si je prends un gros fichier, et c'est lui qui va savoir où se trouvent
les blocs de ce fichier sur l'ensemble des machines. Et ces machines, on voit qu'ils peuvent être regroupées par rack. Ces racks peuvent être, pour le coup, distribués géographiquement sur 2 endroits différents de la planète. Voilà, donc par exemple, pour vous montrer en fait pourquoi en fait la géoréplication de données c'est important, donc notamment dans le domaine du big data. Alors big data, encore une fois, ça veut tout dire, hein. Ça peut faire de l'analyse, comme ça peut être également des outils, un service en ligne, commerce en ligne, etc. Un accès à une base de données répartie qui va manipuler beaucoup de données. Donc c'est assez large, hein. Donc la géoréplication de données, en gros, c'est le fait de répliquer la même donnée sur plusieurs endroits géographiques. Et donc, par exemple, le premier rapport, ça va être de faire de l'équilibrage de charge. Notamment, si votre donnée elle est sur 3 endroits différents, ben, si vous avez plusieurs clients ou plusieurs clients qui vont accéder à votre base de données, eh ben, l'idée, ça va être que chaque client puisse accéder à une partie d'un serveur de manière à ce qu'il n'y ait pas un seul serveur qui centralise la charge de tous les clients. Donc, du coup, là, on va retrouver notre disponibilité, on va améliorer notre disponibilité du service d'accès à la donnée. Le deuxième apport, ça va être la localité géographique, c'est-à-dire que on va pouvoir prendre en compte la localité géographique du client par rapport à son serveur de dialogue. Donc notamment, par exemple, moi, si je me trouve ici, alors là, ça va être plutôt à Moscou, par exemple, je vais plutôt m'adresser au serveur de Paris plutôt qu'au serveur de New York. Pourquoi? Parce qu'en termes de réseau, c'est plus intéressant, il y aura moins de latence au niveau réseau. Donc voilà, donc oui, ce que je vais préciser également, c'est qu'en termes de système, on va apporter beaucoup d'importance à la performance. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, après, vous pouvez tuner, si je peux m'exprimer ainsi, votre système en fonction de vos besoins et de manière à ce qu'il soit le plus performant possible. Enfin, troisième, alors je parle de le système et également votre programme. L'idée, c'est aussi de bien savoir programmer sur ces types de systèmes. Et également la robustesse. Si jamais vous perdez un réplica, comme il a été répliqué, vous pouvez toujours y accéder. Même si ce n'est pas le plus proche, mais votre donnée est toujours disponible et du coup, votre service est toujours disponible et donc du coup, vous êtes robuste à toute panne machine. Je rappelle qu'une machine, la probabilité qu'elle tombe en panne, elle n'est pas négligeable. Si vous avez 1 million de machines, vous pouvez avoir une panne toutes les heures. Alors après, donc toute la géoréplication de données va nous apporter des problématiques, notamment comment on fait pour respecter une cohérence forte entre les réplicas, donc de manière à ce que si je modifie par exemple celui-là, il faut que tout soit répliqué, enfin que la modification soit appliquée sur les autres réplicas. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle une cohérence forte. Deuxième problématique, ça va être comment faire en sorte que cette réplication ne dégrade pas la latence. Donc cette réplication et cette cohérence ne dégradent pas la latence, donc du coup la disponibilité de mon service, donc de l'accès à ma donnée, hein, toujours dans le domaine du big data. Et également, troisième problématique, c'est comment faire en cas de défaillance. Voilà. Donc ça, alors derrière, hein, ça c'est pour la petite info. En fait, il a été montré que ces 3 problématiques, on ne peut pas les résoudre en même temps. Donc derrière, il y a toute une science qui se fait pour essayer de contourner ce théorème d'impossibilité. Donc on ne peut pas avoir la cohérence forte des réplicas, on ne peut pas avoir la disponibilité en lecture et écriture des données en même temps et avoir un partitionnement du réseau. Donc du coup, en conséquence, voilà, on va être obligé de modifier donc certains modèles. Donc si vous faites de la base de données, les propriétés acides, par exemple, ne seront plus du tout respectées. On va être obligé de les changer. Voilà, donc ça, c'est un petit aperçu théorique, le problème théorique qu'il y a derrière. Le théorème K, vous pouvez également, donc on va pouvoir le représenter sur un triangle. Donc ce triangle, vous allez avoir, soit si vous êtes ici, vous allez plutôt privilégier ces 2 pans. Ici, ces 2 pans. Ici, la consistency, la partition tolerance. Donc à gauche, on va plutôt avoir les SGBD classiques. Qui vont être plutôt centralisés, donc qui n'auront pas la problématique de la tolérance de partition réseau. Et de l'autre côté, on va avoir tout ce qui est SGBD Big Data, donc Elasticsearch, etc. Donc eux qui vont plutôt privilégier la disponibilité à la cohérence. On va en avoir d'autres, par exemple HBase, qui va privilégier la cohérence à la disponibilité, pardon.
Et après, vous allez avoir d'autres solutions qui vont essayer de faire le compromis entre les deux. Donc, ils vont choisir au moment voulu, soit est-ce que je choisis la disponibilité, soit est-ce que je choisis la cohérence. Voilà, donc ça c'était la partie présentation du domaine, pourquoi le système distribué est important, les différents défis techniques et théoriques. Et donc voilà, maintenant je vais vous présenter les différentes formations du module système distribué pour le big data dans le cadre de la formation Captive Data. La première, c'est l'écosystème Hadoop. Alors Hadoop, qu'est-ce que c'est? On peut, comme je vous l'avais vu sur le schéma de tout à l'heure, vous pouvez le voir comme un système d'exploitation. Alors à la base, c'était plutôt une application distribuée qui permettait de faire exclusivement du MapReduce. Et c'est un petit peu dévié, du coup, c'est devenu plutôt je dirais, le système d'exploitation libre, open source pour le big data, et sur lequel on parle d'écosystème parce qu'autour, on va avoir donc toute une suite logicielle qui va graviter autour, donc là, pour le coup, qui ont été tous développés par la fondation Apache, donc qui sont tous open source, et qui soit va se servir de Hadoop, soit va fonctionner sur Hadoop, ou alors va compléter Hadoop. Voilà. Donc, il va y avoir une espèce de complémentarité. Et donc, nous, dans le cadre de la formation, on va plutôt se concentrer sur cet outil-là, mais tous les autres outils qu'on voit ici vont avoir un lien très proche avec Hadoop. Et notamment Spark, ici, on verra que Spark ne pourra pas fonctionner sans Hadoop. Du moins en production. Alors Hadoop, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, donc c'est un système d'exploitation distribué open source développé en Java par la fondation Apache. Il va être très adapté pour les données massives. Donc d'une part, il va vous proposer un stockage distribué à large échelle. Donc c'est ce qu'on appelle le HDFS. La gestion des ressources distribuées, et il va vous permettre de déployer des applications de traitement, d'analyse de données via le modèle du MapReduce. Et pourquoi on l'apprend? Donc pourquoi? Parce que c'est une technologie qui est reconnue et qui est également mature. Elle a une dizaine d'années. Voilà. Donc c'est assez utilisé, voire très utilisé. C'est la plus répandue dans les solutions open source et qui est gratuite. Donc la plupart des entreprises ont voilà, ça coûte rien. Alors après, il y a que le consulting qui va vous coûter. Donc ça peut vous intéresser. Mais le fait d'installer ou de l'utiliser, ça ne vous coûte rien. On va avoir des utilisateurs ou des contributeurs prestigieux. Donc Facebook et Yahoo notamment ont été les contributeurs principaux de Hadoop et qui le sont toujours. Et on va avoir des utilisateurs comme des entreprises très connues, type Twitter, LinkedIn, que tout le monde utilise. Alors ça, c'est une info que j'ai eue une fois. Une grande majorité des données mondiales serait stocké sur HDFS, donc sur le système de stockage large échelle de Hadoop. Donc la formation, son contenu, ça va être d'une part donc, de comprendre comment le HDFS fonctionne et comment on l'utilise, comment le gestionnaire de ressources fonctionne et comment on l'utilise également. Vous avez, donc Hadoop est fourni également avec une application qu'on appelle Hadoop MapReduce, alors qui est un petit peu en perte de vitesse avec Spark, que je vous expliquer après pourquoi, mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui l'utilisent parce que la migration n'est pas forcément évidente. Alors, je prends par exemple l'exemple de Criteo, alors qui font de la pub ciblée sur Internet. Eux, ils sont encore sur Hadoop aux dernières nouvelles. Et ensuite, donc là, on va également vous présenter Hive, qui fait pas partie d'Hadoop en tant que tel, mais qui est, si vous voulez, l'utilitaire qui va vous permettre de requêter vos requêtes, de requêter vos données avec une syntaxe type SQL. Donc, les prérequis pour cette formation, c'est savoir programmer en Java, parce que Hadoop est programmé en Java, et avoir un petit peu de notion de réseau et de système et de SQL. Donc, notamment, savoir ne pas avoir peur d'utiliser un terminal sur Unix, par exemple. Et donc là, c'est plutôt pour des informaticiens ou des programmeurs qui ont un minimum d'expérience. Ensuite, la formation Spark. Donc là, Spark, comme vous pouvez le voir, c'est un utilitaire qui va être un peu tout en un. Donc c'est vraiment la plateforme, the platform open source qui est la plus, je dirais, le top level en ce moment, donc qui va être open source, qui va être adapté au traitement massif de données. C'est toujours développé en Java. Pardon, c'est pas en Java, c'est en Scala. Il y a une petite erreur. C'est en Scala par la fondation Apache.
Alors lui, il va être beaucoup plus performant que Hadoop MapReduce parce que lui, il va privilégier la mémoire vive au disque. Et donc c'est pour ça qu'il est beaucoup plus performant et c'est ce qui en fait, c'est ce qui est le fait aussi qu'il soit très très populaire. Et également, il aura également plusieurs API. Donc son API native, bien évidemment pour Scala. Vous pourrez également coder en Java, Python et R. Donc Python et R, ça s'adresse plutôt à des gens qui ne sont pas forcément, enfin qui sont un petit peu moins informaticiens, si je peux m'exprimer ainsi. Alors que Scala et Java sont plutôt des langages plus bas niveau avec des notions de typage, de compilation, etc. Et par contre, lui, il ne pourra pas fonctionner en production sans un système de stockage ou alors sur un système de répartition des ressources distribuées. Donc c'est pour ça qu'il a besoin c'est pour ça qu'il est très très lié avec Hadoop. Donc c'est pour ça que si vous faites Spark, Spark et Hadoop sont très complémentaires. Alors pourquoi on l'apprend? Parce que encore une fois, c'est très compatible avec Hadoop. Donc si vous arrivé dans une entreprise qui avait utilisé Hadoop jusqu'à présent, bah, si vous utilisez Spark, il n'y aura aucun surcoût de cohabitation. Spark peut très bien s'exécuter sur Hadoop. Il va être très performant parce qu'il utilise de la mémoire RAM. Ça va être un outil tout en l'un parce qu'on va avoir à la fois des librairies de machine learning, de streaming si on veut faire de l'analyse de temps réel de flux de données. On va également avoir une forte demande de développeurs Spark sur le marché du travail. Donc, si vous regardez tout ce qui est annonce de travail sur Indeed ou Monster, le Spark, tout ça, c'est énormément demandé. Et également des salaires très attrayants. Alors, pour information, par exemple, j'avais vu également sur Indeed.com que aux États-Unis, un développeur Spark ou un spécialiste de Spark, un expert Spark, on va dire, pouvait atteindre 100 à 120 000 dollars par an. Donc en France, bon, faut compter un petit peu moins, mais voilà, ce sont comme disait Reda tout à l'heure, vous pouvez, si vous estimez ou si vous vendez développeur Spark, vous pouvez prétendre à des salaires plus élevés. Le contenu de cette formation, donc on va utiliser le Spark Core, donc c'est l'API de base. Donc on va étudier l'API basique et l'architecture. Les relations entre le programme et le déploiement. Donc en gros, je vais vous montrer comment on passe d'un programme comme ceci, donc là qui est codé en Scala, et comment Spark vous le transforme en graphe de tâches, et comment après il l'exécute. Et également, deuxième partie, Spark Streaming. Donc là, c'est plutôt pour l'analyse de données temps réel, donc avoir des flux de données et des analyser en temps réel. Et donc là, ça va se baser sur Spark Core. Donc vous verrez que ce qu'on voit là-dedans, enfin ce truc-là va se baser sur des API ici. Donc c'est pour ça qu'avant de faire ça, il faut comprendre ceci. Et donc là, on va rajouter une notion, donc une dimension supplémentaire qui est le temps. Et je reviens également à Spark Core, où il est également utilisé par les trois autres API de Spark, donc savoir le Spark SQL, le machine learning qui est assez en vogue dans la partie, donc pour tout ce qui est IA, et la partie graph. Donc tout se base sur cette API. Les prérequis, donc là, c'est savoir programmer en Scala parce que le cours, on l'a fait en Scala, donc sur l'API native. Alors pourquoi ce choix de l'API native? Parce que l'API native vous permet de faire tout ce que la plateforme vous offre, prétend faire. Par exemple, si vous faites du Python, il y a des fonctionnalités que vous ne pourrez pas faire. Et également avoir des notions de programmation fonctionnelle. Donc ces prérequis, vous pourrez les faire avec une troisième formation qui est sur Scala, que je vais vous présenter brièvement juste après. Donc voilà, donc la troisième formation qu'on propose, c'est de faire du Scala. Donc là, il n'y a pas de notion de distribué ni de notion de big data, c'est que du langage. Donc Scala, qu'est-ce que c'est? C'est un langage de programmation multi-paradigme qui a été inventé par le PFL, donc l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, au début des années 2000, qui va avoir un aspect à la fois objet et donc qui est vérité de Java, à la fois un aspect fonctionnel, donc c'est pour ça qu'il est multi-paradigme. Et donc en Spark, nous, on va plutôt utiliser l'aspect fonctionnel, fortement typé et qui s'exécute dans une JVM, donc comme une Java Virtual Machine, donc du coup qui va être très interopérable avec Java. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on dit que Scala, et c'est un petit peu le petit frère de Java. Donc ils sont également très complémentaires. Sachant que la plupart également des API, des logiciels de l'écosystème Hadoop sont codés en Java ou en Scala. Alors pourquoi on l'apprend? Encore une fois, parce que c'est le langage natif de Spark.
Il va vous apporter une très bonne complémentarité avec Java, donc il va faire des trucs que Java ne sait pas faire. Et encore une fois, ce sont des profils qui sont assez rares et recherchés. Encore une fois, un bon développeur Scala peut prétendre à un salaire plus élevé. Voilà, donc le contenu, ça va être les notions basiques de Scala. Donc ça va être et ensuite programmation objet en Scala. Donc on va regarder le côté objet et également le côté fonctionnel. Voilà. Et donc les prérequis, voilà. Donc là, du coup, on va se baser sur un langage. Donc il faut avoir déjà des notions de Java parce que le cours se base sur, faire des comparatifs avec Java.